Bienvenue dans le PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zèbre, ingénieur sécurité et créateur du site web safetyvigilante.com. Sur ce site web, vous retrouvez tous les épisodes du podcast bien sûr, mais aussi des vidéos et des articles pour booster votre culture sécurité. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, Instagram et Twitter. Ce podcast existe pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser en sécurité au travail et apprendre de l'expérience passionnante de mes invités. Aujourd'hui, j'accueille Johan Roussel, qui est IPRP et d'ailleurs le président du réseau IPRP France. Mais il est aussi innovateur en pédagogie, car il a créé le jeu Prévent en Action. Nous abordons le rôle d'un IPRP et surtout comment, pendant cette pandémie mondiale, il a su rebondir et créer puis développer un réseau de préventeurs dans toute la France. Sur ce, je vous laisse profiter de ma conversation avec Johan Roussel. Bonjour Johan Roussel, comment ça va ? Bien et toi? Ça va très bien, content de te revoir, même si ça fait pas si longtemps que ça. Content de t'accueillir pour cet épisode qu'on a du mal à, à finaliser. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui ne te connaissent peut-être pas? Ouais, donc Johan Roussel, chasseur de risques et sylviculteur de compétences, intervenant prévention des risques professionnels, donc IPRP, donc des acronymes en santé et sécurité au travail, on adore ça. Donc IPRP enregistré auprès de la Directe en tant que préventeur. Donc j'accompagne et je soutiens donc les entreprises sur ce que j'appelle l'éducation en santé et sécurité au travail. Alors je parle bel et bien d'éducation. Pourquoi? Parce que je pars du principe que travailler en sécurité n'est pas inné. Donc du coup, il faut l'apprendre. Et c'est essentiel, notamment pour éviter donc les accidents, quoi. Parce que franchement, si c'était inné, il n'y aurait pas d'accident du travail et les préventeurs n'existeraient pas. La deuxième, la deuxième activité, c'est la formation, puisque je suis notamment donc le créateur donc du jeu Prévent en Action, qui est le premier jeu donc pour la formation donc des membres du CSE, formation initiale et notamment donc renouvellement, quoi. Et alors justement, sylviculteur, IPRP, chasseur de risques, est-ce que déjà tu peux nous dire ce que c'est pour toi, enfin, ce que tu mets derrière sylviculteur de compétences et chasseur de risques, IPRP, on y viendra spécifiquement après. Ouais. Alors, sylviculteur de compétences, c'est une phrase que j'ai inventée, hein, puisque sylviculteur vient notamment donc de mon passé dans le domaine de la forêt. Le sylviculteur, c'est un petit peu donc le médecin donc des arbres, et souvent l'arbre est souvent dessiné pour expliquer donc la connaissance. Donc du coup, sylviculteur de compétences, c'est pour présenter de manière plus poète le métier donc de formateur, puisque je crée les formations en santé et sécurité au travail. D'accord. Et donc, du coup, alors ton parcours, tu l'as abordé rapidement. Comment tu es venu à cette fonction d'IPRP? Comment tu es venu à chasser les risques et à développer ces types de compétences? Bah, disons que c'est un petit peu le concours de circonstances, puisque durant ma vie, j'ai rencontré quelques situations un peu délicates. Chômage pendant 2 ans, perte de mon père dans le domaine notamment donc du travail. Ce qui fait que il a fallu que je me pose les bonnes questions. Qu'est-ce que je fais à l'âge de 30 ans? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et du coup, c'est un peu comme ça que je suis rentré dans ce monde-là. Comme j'ai pu constater que les accidents souvent c'était très très bête, ou alors notamment donc que les problèmes de santé des gens, on pouvait notamment donc trouver une solution. Pour moi, ça me semblait effectivement donc logique de devenir chasseur de risque pour pouvoir donc assurer la santé et sécurité au travail donc des gens, quoi. D'accord. Et alors, c'est original quand même parce que l'approche d'un IPRP, c'est d'aider plusieurs entreprises. Donc finalement, toi, ta volonté, c'était d'attaquer les risques, si je puis dire, et de travailler contre les accidents du travail. Pourtant, tu l'as pas fait dans une entreprise, tu t'es mis à ton compte et tu aides plusieurs entreprises. Est-ce que déjà, tu peux nous dire ce que fait un IPRP et pourquoi cette approche plutôt que rentrer
je veux dire classiquement dans une boîte et être là au quotidien? Il y a plusieurs raisons. C'est que le fait de rentrer dans une entreprise en tant que salarié m'aurait probablement un petit peu bridé dans mes petites réflexions d'amélioration, comme par exemple donc le jeu. Si j'avais cette chaîne en tant que CDD ou CDI plutôt, je suis pas sûr que j'aurais pu arriver à finaliser en fait les projets que j'avais envie. Donc du coup, j'avais besoin donc d'une autonomie et cette autonomie-là, je l'ai trouvée en étant donc indépendant, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ouais, un IPRP, il est là pour aider donc les petites entreprises. Il fait partie d'une équipe pluridisciplinaire. Et là aussi, l'équipe pluridisciplinaire, c'est un grand mot qui existe seulement depuis maintenant une dizaine d'années. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et là, je pourrais te raconter ce qu'on a fait sur la première vague de la Covid aussi, pourquoi pas. Mhm. Euh, les petites entreprises n'ont pas le besoin ou n'ont pas forcément voient l'intérêt d'avoir un préventeur H24, ce qui est tout à fait normal. Ils n'ont pas non plus forcément donc les moyens financiers de le faire. Le fait de faire intervenir un IPRP de manière ponctuelle permet déjà d'une part donc de faire avancer donc la santé et sécurité au travail dans les entreprises. Et ça, c'est le premier point, quoi. Parce que, OK, on n'est pas tous des grosses multinationales, on n'a pas forcément tous du pognon en veux-tu, en voilà. Mais voilà, on dit souvent la France n'a pas de pétrole, mais a des idées. Mhm. Je pars un petit peu là-dessus. Donc, on va déjà commencer avec la base. OK, c'est de la ficelle. OK, c'est des petites affiches ou je ne sais trop quoi. Mais c'est déjà quelque chose, quoi. C'est déjà mieux que rien, quoi. Donc, je pars là-dessus. Et puis, au fur et à mesure du temps, quand on voit effectivement le levier de performance que la santé et sécurité au travail peut apporter à ces petites entreprises, au fur et à mesure, on essaye d'augmenter, on va dire, le budget de ce sujet-là, quoi. Et justement, alors je vais revenir juste une étape un peu avant. Tu as dit que tu intervenais auprès d'entreprises pour faire progresser ça, mais eux, dans quel cadre ils vont faire appel à toi? Tu fais partie d'un service de santé au travail, mais est-ce qu'ils vont venir vers toi uniquement parce que, il y a déjà eu un accident grave dans leurs activités? Ou est-ce que justement, ils voient, enfin, ça me paraît ambitieux, mais est-ce qu'ils voient déjà la SST comme un levier de performance? Et après, et là, vont faire appel à tes services. Alors franchement, le jour où j'ai une entreprise qui commence à venir en me disant, bah voilà, je sais que ça va me rapporter directement ou indirectement, on pourrait dire que le mec, c'est un vrai entrepreneur parce qu'il a réussi à voir plus loin que de son bout du nez. Donc Mhm. on va être honnête, très souvent, les entreprises qui viennent me voir, c'est parce qu'ils ont réalisé que l'évaluation des risques, par exemple, est une obligation réglementaire, que ils n'ont pas respecté donc cette obligation-là et qui veulent effectivement faire quelque chose. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est surtout de respecter la réglementation. Alors, plutôt que de venir moi aussi avec mes gros sabots en disant effectivement le code du travail vous l'impose, machin et tout, je préfère finalement leur dire bah ouais, on va le faire, mais on va surtout regarder qu'est-ce que ça va pouvoir donc vous apporter quoi. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant parce qu'on va pouvoir mettre les arguments devant pour pouvoir leur dire oui, c'est vrai, on respecte la loi, mais regardez un petit peu ce que ça pourrait nous rapporter, quoi. Et l'idée, encore une fois, c'est de créer une éducation. À partir du moment où j'ai la personne qui dit, ouais, effectivement, ça peut être bénéfique, je vois un certain nombre d'avantages, ça y est, j'ai gagné. Parce Mhm. qu'à un moment ou un autre, ou alors il voudra aller plus loin, ou alors il y aura peut-être d'autres sujets qui souhaiteraient qu'ils soient améliorés. Et du coup, j'ai gagné. Même si après ils ne reviennent pas chez moi, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'on puisse améliorer les choses, quoi. D'accord. Et alors là, on va revenir sur ce que tu as évoqué tout à l'heure. Pendant le Covid, du coup, tu as lancé des actions qui ont. Bah voilà, en plus, il y a eu pas mal de développement depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, donc c'est intéressant. Pendant le Covid, tu as lancé pas mal de choses, donc le Tour de France des IPRP. Est-ce que tu peux nous dire déjà quelle est cette démarche, tout simplement, et ce que tu voulais mettre en place derrière, et finalement aussi, si tu peux, nous partager quelques résultats de ce que de ce que vous avez lancé, quoi. C'est vrai que quand on s'est vu, Alex, je crois que c'était avant le confinement. Euh, En fait, quand on a eu le premier confinement où on a entendu notre président dire, bah, maintenant vous allez rester à la maison puisqu'on va Mhm. être en période de guerre,
je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire moi de mes journées, quoi? Parce que je suis quand même hyper actif, hein, fabriquer un jeu, c'est pas anodin, il y a quand même beaucoup de boulot, plus encore tout le reste sur la réflexion d'identifier la santé et sécurité au travail comme un levier de performance. C'est pas juste une parole, il y a vraiment une recherche derrière, un argumentaire qui est mis en place. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi? Alors du coup, j'ai acheté un jeu vidéo et puis ce jeu vidéo, finalement, je vais l'ouvrir que 2 fois durant le confinement parce que à côté, je me suis dit, bon sang de bois, on est sur un risque professionnel qui est en train d'émerger. On ne sait pas trop comment est-ce que ça va réagir ce truc-là. Et nous, en tant que préventeur, on est à la maison, entre parenthèses, à attendre que ça se passe. C'est pas possible. C'est pas normal. Il faut qu'on regarde ce qu'on peut faire. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais identifier, je vais prendre contact avec des préventeurs. Mais le problème, c'est que quand tu regardes un petit peu, que ce soit sur LinkedIn ou autre, tu tapes préventeur, tu vas avoir des préventeurs sur la route, hein, la prévention des risques routiers. Tu vas avoir la prévention en aliments, machin et tout. Pour identifier les préventeurs en entreprise et risques professionnels, c'est un peu chaud patate. Et du coup, en fait, je suis parti sur une base qui est donc le listing donc, des IPRP de la Directe du Grand Est. Et du coup, c'était un vendredi, ça je m'en souviens. La première fois que je les ai contactés, j'avais contacté toute la liste. De mémoire, je crois qu'il y avait 80 IPRP sur cette liste-là, en les invitant sur un petit webinaire pour leur présenter donc un projet que j'avais sur le Grand Est, qui était notamment donc de nous réunir pour créer en fait une boîte à outils, quoi. Et en même temps de promouvoir aussi ce qu'on allait faire par les médias, etc. Et ben, sur les 80 qui ont répondu, j'en ai eu 50 qui m'ont dit, OK, on vient te rencontrer. Donc, pour un grand nombre, c'était la première fois qu'on se voyait, hein, et c'est la première fois qu'ils me voyaient aussi, parce que les IPRP, souvent, le problème qu'il y a, c'est qu'ils sont dans leur petit coin, ils travaillent super bien dans leur coin, et puis ben, on n'a pas toujours l'occasion de se voir, quoi. Donc, c'était un moment assez particulier. J'ai flippé à mort, Alex, hein, parce que mine de rien, te retrouver avec 80 préventeurs dans la salle, ouah, c'est chaud patate, quoi. Et du coup, je leur ai expliqué donc le projet et puis ils m'ont dit ouais, bah ouais, effectivement, ça peut être vachement intéressant de créer une boîte à outils sur des outils contre la Covid, quoi. Donc, on se dit OK, comment est-ce qu'on fait? Donc, on prépare un petit peu un plan d'action, on essaye de voir quand c'est qu'on va se réunir. Et je fais la plus grosse erreur de ma vie, c'est que je balance l'information de ce mouvement sur les réseaux sociaux. Et en espace de 4 heures, j'ai 2 ou 3 préventeurs de l'autre côté de la France, donc la Bretagne, dans le sud et dans le nord, qui me contactent en me disant, nous aussi, on veut participer à votre truc, quoi. Mhm. Et du coup, bah, comme c'était le week-end et que je continue encore à m'ennuyer, bah, j'ai cogité. Je me suis dit, bah, tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais contacter toutes les grandes régions et je vais créer en fait des cellules dans chaque grande région qui s'appellera donc réseau IPRP Covid-19. Et du coup, en espace de 10 jours, bah, j'ai créé effectivement donc 12 cellules qui ont tous été autonomes, qui ont travaillé, qui ont mis en place des réunions de travail, etc., pour sortir après des outils. Alors, des outils qui étaient directement liés avec la Covid, du style comment analyser le risque biologique, Mhm. jusqu'à l'impact aussi de la Covid sur le risque psychosocial, sur l'ergonomie, sur les membres du CSE, donc l'instance représentative du personnel. Bref, en fait, on a tout balayé, quoi. Et en plus de ça, on avait mis en place dans chaque cellule des personnes qui allaient travailler sur la communication pour communiquer en fait sur nos travaux, quoi. Donc, on a Mhm. été médiatisé avec les petits médias de région, donc c'était plutôt cool. Et l'idée aussi, c'était aussi donc de se faire connaître en tant qu'IPRP, savoir quel était le métier d'IPRP. Ouais. Et l'objectif, c'était qu'à la fin du premier confinement, on arrête tout, que chacun parte avec sa petite boîte à outils, avec les outils nécessaires. Après, ils en font ce qu'ils en veulent, mais on s'arrête là. Sauf que ça leur a tellement plu qu'on s'est transformé en association et du coup, bah, maintenant, on est une asso sur toute la France, quoi. Voilà. Ouais, donc maintenant, c'est le réseau IPRP France. C'est ça, et on est devenu en fait l'équipe pluridisciplinaire des IPRP, comme ce que voulait donc la politique, la santé de sécurité au travail, quoi. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'ai besoin d'un IPRP, finalement, une expertise sur j'en sais rien, sur un risque chimique, je peux me tourner vers vous et vous pouvez me conseiller ben, un de vos experts proches de chez moi, quoi.
Bon, d'abord, tu passes chez moi boire un café, puis après, on en discutera. Mais ouais, effectivement, l'idée, en fait, c'est pour ça qu'on a mis en place un site internet. On a une carte aussi donc de la France où tu peux identifier donc les IPRP qui font partie donc de l'association sur cette carte-là, quel que ce soit en fait l'endroit où tu es en France. Et tu peux effectivement avoir ses coordonnées pour pouvoir donc le contacter immédiatement avec un Mhm. mini CV, quoi. Donc là aussi, même topo, hein, l'idée, c'est de promouvoir aussi leurs compétences, quoi. Et du coup, tu l'as dit un petit peu avant, avant vous parliez peu ou pas. Comment ça se fait qu'il n'y avait pas un réseau comme ça auparavant et qu'il a fallu une pandémie mondiale pour le créer? Alors ça, c'est une bonne question et je pense qu'à mon avis, la raison, alors c'est une hypothèse évidemment, hein. La raison, c'est que ce sont 95% des IPRP, ce sont des indépendants. Mhm. Et du coup, indépendant, je travaille sur le même métier, donc indirectement, souvent, hein, on peut imaginer que les autres, ce sont des concurrents. Et j'ai D'accord. cassé un petit peu cette barrière-là en disant, arrêtez d'être concurrent, quoi. Je veux dire, c'est du n'importe quoi. Je veux dire, concurrent de quoi? Je veux dire, on est là pour travailler ensemble parce qu'on a tous des compétences différentes et que chacun va avoir une vision différente de cette problématique-là. Donc, soyons un petit peu logiques et travaillons ensemble. Et finalement, ils ont réalisé que putain, mais ça marche, quoi. C'est le bénéfice derrière, la puissance qu'il y a derrière est fantastique. Je peux venir sur un exemple simple. J'ai Stéphane Huiselet, qui est donc un IPRP du Grand Est, qui a un projet sur un webinaire sur les troubles musculo-squelettiques. Et ben, du coup, il va faire intervenir un IPRP qui est de l'autre côté de la France. Ça y est, on avait créé donc du lien, quoi. Et je pense qu'ils ont compris que ouais, c'est pas parce que on est tous dans le domaine de la prévention que indirectement, effectivement, on va chacun entre parenthèses poser un devis peut-être pour le même contrat. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de travailler ensemble. Et je pense qu'effectivement, le fait que on soit tous bloqués à la maison, ne sachant pas trop quoi faire, se dire, bon, bah, j'ai le temps, donc je vais voir un peu ce que ça donne, et de battre, même d'abattre ce mur qui était quand même assez délicat, hein, de se dire, je vais travailler avec d'autres préventeurs, c'est du jamais vu, quoi. Et Mhm. ça, on avait besoin donc de la Covid pour pouvoir effectivement donc le faire. On va dire que c'est un point positif de cette situation qu'on a rencontrée. Et aujourd'hui, dans ce réseau, tu as réussi à rassembler combien de personnes? Alors, officieusement, pardon, dans le réseau IPRP Covid-19, on était 250 Mhm. réunis. Officiellement, donc je parle des personnes qui sont rentrées dans la sauce, qui ont payé leur cotisation, parce que forcément, hein, le serveur qu'on a dû prendre pour protéger les données, le site internet, etc., tout ça, ça a un coût malheureusement. Donc j'ai envie de dire, les personnes qui ont payé leur cotisation pour le moment, de mémoire, on est à peu près une petite centaine, parce qu'on n'a pas fait beaucoup, beaucoup de pubs encore. On n'a pas non plus contacté toutes les personnes qui, à la fin du premier confinement, ont repris un travail normal parce qu'on n'était pas encore tout à fait prêt, quoi. Donc là, ça y est, avec mes chers collègues, parce que je n'ai pas travaillé tout seul, hein, on est en place et on va commencer à inviter les gens, quoi. Ouais, très bien. Ben, moi, je n'hésiterai pas à relayer du coup cette info pour que ça continue de grandir. Et C'est vrai. t'en parlais tout à l'heure, t'es un peu hyperactif. Et est-ce que tu peux nous expliquer aussi tout ce que tu fais au niveau des jeux qui t'aident à, voilà, à apporter tes contenus pédagogiques et voilà, est-ce que tu peux nous en aborder un, enfin, ben, les deux d'ailleurs en fait. Non, j'ai pas envie. Non, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Ouais, alors je peux te parler effectivement donc de Prévent d'Action. Alors Prévent d'Action, c'est quoi? C'est un concept de jeu qui va réunir notamment donc les sciences comportementales, notamment le cerveau total donc de la méthode d'Hermann. L'idée, elle est simple, hein. On a une formation, par exemple, sur le CSE, donc Comité social économique, la partie santé et sécurité au travail, où au lieu de traiter d'une formation classique, c'est-à-dire je te balance 5000 PowerPoint et puis on regarde tout ça ensemble et on les lit ensemble, j'ai préféré finalement donc créer un jeu
un jeu de société en carton, quoi, hein, comme le Monopoly, entre parenthèses, mais qui crée aussi donc du lien avec les participants. Alors, on pourrait me dire, ah ouais, c'est pas très Covid, machin et tout. Et là, je dirais à ces personnes-là qui me disent que c'est pas très Covid, je rappelle que nous sommes pas dans le monde d'Harry Potter et que toutes les surfaces où effectivement il y a bel et bien la Covid, ça va pas se transformer en petit monstre, hein. Donc, on peut toucher. Ce qui compte, c'est ne pas ensuite mettre les mains à la bouche et au nez et aux yeux, quoi. Je vais faire ma petite parenthèse par rapport à la forme donc, du jeu. Donc, du coup, ils sont en équipe, ils balancent un dé, ils vont évoluer sur une grille et à chaque fois, quand ils vont tomber sur une case, il y a un pictogramme qui va représenter donc une des thématiques à traiter dans la formation. Ils essaient donc de répondre aux questions pédagogiques et ils ont comme objectif d'aller visiter 4 unités de travail de couleurs différentes où dans ces 4 unités-là, on va avoir notamment un petit défi, donc un petit jeu comme quand on était gamin. Par exemple, on a les lettres cachées où tu donnes un mot, par exemple employeur, où tu mets sur le tableau la première lettre, donc le E, et ils doivent trouver donc les autres mots dans un temps évidemment imparti. L'idée, elle est simple, c'est de revenir en fait sur du vocabulaire en santé et sécurité au travail, puisque quand ils ont trouvé ou pas le mot employeur, c'est de te dire ensuite quel est son rôle, pourquoi est-ce qu'il est là, quel est son objectif en santé et sécurité au travail, etc., etc. Donc, du coup, le concept de Prève en action, c'est vraiment donc de transformer une formation classique de manière ludique. Mhm. Et du coup, on a pour le CSE, alors quand je parle du CSE, c'est pour les moins de 50, les plus de 50 et les plus de 300, pour les CSE spécifiques aussi. On a un jeu qui est donc pour la prévention générale, notamment pour les nouveaux embauchés. Et on a une nouvelle extension qui est sortie donc l'année dernière, un petit peu après la Covid, qui est notamment donc, l'extension SST en action, qui est notamment donc pour les sauveteurs secouristes du travail, conforme au programme de l'INRS et qui traite notamment donc la partie encore une fois prévention. Donc ça, c'est, on va dire, l'outil où j'en suis le plus fier. Après, il y a d'autres jeux de cartes que j'ai sortis qui me permet effectivement, tu vois, de traiter un sujet un peu plus délicat. Par exemple, le harcèlement moral et harcèlement sexuel, puisque nous avons des référents harcèlement sexuel et agissement sexiste dans les entreprises qui sont équipées de CSE. Là, il y a des cartes effectivement par rapport à ce sujet-là, quoi. Ou alors le D'accord. risque psychosocial, encore une fois, des cartes où je leur demande donc de créer une scène de risque psychosocial pour qu'on puisse l'analyser. Et j'ai deux questions en une pour bien comprendre le jeu. Du coup, ça s'adresse à qui et surtout quel retour les participants ils te font par rapport à ce jeu-là? Alors, il s'adresse dans un premier temps, à ceux qui veulent l'acheter, c'est principalement aux organismes de formation et aux formateurs. Mhm. Le public, quand ils vont utiliser ce jeu-là, ça va dépendre en fait des extensions. Mais en tout cas, ça sera toujours donc des salariés, puisque si c'est pour former les membres du CSE, forcément, c'est des instances représentatives du personnel. S'ils forment des SST, c'est bel et bien donc des sauveteurs secouristes du travail. Donc, du coup, j'ai envie de dire, le public qui va utiliser le jeu, ce sont des salariés. Et les personnes qui vont utiliser ce jeu pour la formation, ce sont les organismes de formation et les formateurs. Et du coup, l'autre partie de ma question, quel retour ils te font et ceux qui animent et ceux qui participent? Alors 100%, ça serait vraiment exagéré, mais sur une formation CSE, souvent ça avoisine les 75-80%. Avec le jeu, on est plutôt sur du 92%. 92% de satisfaction, ce qui est quand même assez énorme, Mhm. en sachant que de toute manière, tu as toujours des gens qui sont un petit peu réticents à se dire: «Tain, je vais jouer quoi durant la formation, quoi». Je me souviens notamment d'une formation où on avait, un des salariés qui, dès qu'il y avait la porte qui s'ouvrait, il tremblait comme une feuille en disant: «Oh, ouais, mais si mon patron, il me voit là en train de jouer alors qu'on est censé être en formation, il va jamais l'accepter, il va jamais l'accepter». Jusqu'au moment où je suis allé voir son directeur, je dis: «Vous voulez bien venir un petit peu parce qu'on est en train de jouer et on aimerait vous montrer un petit peu ce qu'on fait». Et c'est là que les stagiaires ont réalisé que, bah ouais, en fait, même le directeur, alors qu'il était très, très assidu sur le travail, avait accepté donc le concept de jouer, quoi. Justement, c'est intéressant que tu prennes cet exemple-là parce que ma question suivante, elle était liée à
comment, justement, avec ces démarches qui sont plus innovantes et plus ludiques, on arrive à impliquer aussi tous les échelons d'une activité, d'une entreprise. Comment tu arrives justement à amener un directeur ou voilà, un responsable en tout cas à parler de prévention, à comprendre les concepts et surtout à faire progresser cette culture de prévention dans son entreprise? Tout dépend du public que tu as. Tu as un chef d'entreprise, tu vas devoir forcément à un moment ou à un autre parler de leur responsabilité. Responsabilité pénale et responsabilité civile. Euh, Quand tu discutes avec des dirigeants, il faut que tu parles de bénéfices. Qu'est-ce que ça va rapporter directement ou indirectement? Parce qu'ils sont là pour développer leur projet, quoi, pour Mhm. développer leur entreprise. Quand on parle à un salarié, tu parles pas forcément de bénéfices, mais surtout d'avantages. Quel est l'avantage, en fait, de, de, de se mettre en sécurité, quoi? L'exemple tout bête, c'est de dire à un salarié, bah ouais, écoute, tu vas utiliser, je prends un exemple simple, hein, tu vas utiliser le petit diable pour transporter tes colis. Le mec, il va peut-être te dire, ouais, ça fait 20 ans que je fais comme ça, pourquoi est-ce que je ferais autrement? Une des phrases, on va dire, les plus meurtrières. À toi aussi donc de trouver après les arguments nécessaires. Bah, tu vas gagner du temps, tu vas être plus performant, tu vas limiter aussi donc la casse du matériel, mais aussi notamment ton dos, pourquoi pas. Bref, il faut pouvoir avoir un discours adapté par rapport au public que tu vas avoir. Un peu comme un vendeur de voitures, tu vois, ou un vendeur de cuisine ou je ne sais trop quoi. Il doit toujours adapter en fait son discours par rapport à l'acquéreur, quoi. Tu parles, vendeur de voiture, il parle à une personne, à un homme de la bagnole. Il y a de fortes chances que tout ce qui concerne la performance du moteur, c'est là où ça va permettre de faire mouche. Alors que pour la mère de famille, ça sera peut-être la taille du coffre, tu vois, parce qu'il faut mettre la poussette, etc. Encore que moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt le contraire chez moi, parce que pour moi, le coffre est plus important que la performance de la voiture. Mais chacun doit avoir un discours et chaque personne qui va entendre ce discours, il faut trouver effectivement les mots qui vont faire mouche, quoi. Et Et ça, c'est. justement, ah, vas-y, vas-y. Et du coup, pour pouvoir y accéder, il faut expliquer les choses de façon simple. Plus c'est simple, et plus les gens adhèrent, et plus tu gagnes, quoi. Alors justement, tu le reprends, mais euh, comment euh, comment être simple? Parce que finalement, c'est pas toujours évident d'être préventeur. Moi, c'est un truc qui me fascine, c'est d'être préventeur externe. C'est pour ça que j'en parle souvent avec toi. Je me demande dans quelle mesure tu arrives à convaincre des gens là, tu l'expliques que tu t'adaptes à chaque fois, mais il y a quand même des difficultés majeures du fait de pas être le même, de pas avoir le même employeur, par exemple. Et peut-être que tu as d'autres difficultés que tu peux nous partager justement sur ton activité et comment tu t'en fais justement, comment tu les tournes pour continuer à travailler et à accomplir ta mission. Bah, le premier point, c'est d'essayer d'avoir, encore une fois, un discours et un vocabulaire le plus simple possible, quoi. Parce que tu vas voir un salarié, tu dis, ouais, écoute, voilà, je viens voir pour faire ton évaluation des risques professionnels, quoi. Le mec, il va te regarder, il va te dire, mais quel risque, j'en ai pas, quoi. Mhm. Bah ouais, c'est normal parce que finalement, quand tu demandes aux gens c'est quoi la définition de risque, on va te dire ben, un risque, c'est quand tu te coupes, par exemple, parce que tu risques de te couper, ou quand tu te foules la cheville. Ouais, mais sauf qu'en fait, c'est pas ça la définition de risque. Et du coup, quand tu leur dis, mais en fait, un risque, c'est une exposition à un danger, ouais, ok, ça semble logique. Et du coup, tu leur dis, mais qu'est-ce qu'un danger? Là, 95% du temps, les gens ne savent pas. Et du coup, tu expliques, tu dis, bah, un danger, c'est quelque chose qui peut faire mal. Et donc, du coup, un risque, c'est une exposition à quelque chose qui peut faire mal. Et quand tu leur donnes juste cette définition-là, tu vois, très, très simple, hein, parce que c'est plus simple que ça, tu peux pas. Mhm. Finalement, ils commencent à parler. Et quand ils commencent à parler, tu peux, dans ce cas-là, commencer à leur demander quels sont donc les risques et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place. Pas moi, parce que moi, je suis juste là pour remplir des feuilles, hein. Ça, souvent, on me le dit, hein, on me le balance dans les dents, mais de façon gentille, hein.
c'est eux en fait qui vont identifier les mesures à mettre en place et c'est parce que c'est eux qui l'ont identifié, on va pouvoir diminuer de 50% les réflexions qui sont du style ça sert à rien quoi. Mais il y Mhm. aura toujours des personnes qui ne voudront pas le faire pour des raisons X ou Y. J'ai pas encore trouvé encore la formule magique. Alors, si tu la trouves, Alex, tu me la donnes parce que dans ce cas-là, on va devenir extra millionnaire, milliardaire parce que la formule magique en santé et sécurité au travail, pour le moment, elle n'a pas encore été identifiée. Et Dieu sait que j'essaie de la trouver, quoi. Mais je l'ai pas encore. Ben alors, je vais rebondir là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'anime et ce qui fait que tu es toujours dans la recherche de soit cette formule secrète, mais en tout cas le fait d'innover toujours, le fait de lancer un réseau de préventeurs, qu'est-ce qui fait que tu as toujours cette envie dans la prévention? Euh, Moi, je choisis et je subis pas. Mhm. Voilà. Je crois que la phrase, elle est bien. J'essaye de faire en sorte d'apporter ma petite pierre à l'édifice, quoi. On n'a pas beaucoup de temps à passer sur cette planète-là, alors si on peut laisser, on va dire, une petite trace, c'est quand même chouette, quoi. Bah voilà, c'est ce qui me motive, quoi. Ça marche. On va passer une partie qui est liée à tes recommandations. Est-ce que tu as des ressources, sites web, livres, podcasts peut-être, que tu peux recommander aux auditeurs? Ah. Alors, je reviens toujours sur un bouquin, hein. Je sais pas si tu vois lequel je parle, de couleur jaune. Ouais, je crois, il est juste derrière moi. C'est quoi de nouveau? Je ne me rappelle plus. Non, mais c'est ça, c'est révolutionner la santé et sécurité au travail, non? Ah ouais, c'est ça. Et si là, franchement, j'ai envie de dire, ouais, c'est un bouquin à lire, quoi. Je Mhm. crois que c'est l'un des premiers bouquins qui permet d'ouvrir un petit peu les yeux. Donc ça, ouais, celui-là, ouais. Celui-là, c'est un très, très bon bouquin. Euh, il y a un autre bouquin aussi qui est plutôt intéressant, qui sont notamment donc sur les sciences comportementales, notamment le nudge, qui sera l'avenir de la santé et sécurité au travail. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre bouquin? Après, j'ai envie de dire, il y a, pour simplifier les choses, il faut aussi aimer aller sur les réseaux sociaux, tu sais, un peu jeune, quoi. Je pense à TikTok. Alors pourquoi? Alors, c'est pas pour regarder les demoiselles se promener en bikini, mais c'est les autres vidéos un peu rigolotes qu'on peut en fait réutiliser ensuite pour simplifier les choses ou tout simplement pour faire sourire les gens et, leur donner cette réflexion de réfléchir où est-ce qu'on veut en venir en santé et sécurité au travail. Il y a un exemple de vidéo de TikTok qui vient de ma collègue Marie-Prudence Depas, qui est dans le Hauts-de-France, où c'est un mec, il est devant son ordinateur et il y a une personne qui est en train de lui donner donc les consignes, qui dit ouvre le dossier et tu vois en fait le mec il est au téléphone, il ouvre un dossier en papier, elle dit maintenant lance le dossier, il prend la feuille, il balance le dossier et là, elle lui dit, bon, alors ça marche. Et le mec, il dit, non, ça marche toujours pas parce qu'ils sont pas du tout en train de parler de la même chose, quoi. La bonne femme qui est au téléphone est en train de lui parler d'ouvrir un dossier informatique et Mhm. l'autre, il est en format papier. Et du coup, cette vidéo, elle est vachement intéressante parce qu'on dit souvent qu'il faut former et informer les salariés sur leurs risques et leur prévention. C'est le neuvième principe. Et on voit que si maintenant les choses ne sont pas claires, on peut pas arriver à l'objectif attendu, quoi. Et du coup, le fait de travailler sur des vidéos un peu rigolotes comme ça sur cette thématique-là, par exemple, ça peut être, c'est que bénéfique, quoi. C'est que bénéfique. Ok, c'est intéressant. Euh, Quelle innovation a attiré ton regard récemment en prévention des risques? Oh la vache, ça c'est une question qui tue, quoi. Quelle prévention Non, m'a attiré? quelle innovation, pardon, a attiré ton œil en prévention? Oh là, là je sèche. Là je sèche. Je ne sais pas. Trêve en action, peut-être bien.
Non, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Ça Non, marche. je sais. Tu vois, tu as parlé des nudges et je sais qu'en ce moment, il y a pas mal de trucs, moi, dans mon organisation qui se font. Et justement, dans le cadre de la Covid, il y a pas mal de mise en place de nudges, de réflexions et surtout des réflexions collectives donc, que je trouve très intéressantes sur comment influencer du coup le comportement de chacun par rapport à la mise en place des gestes barrières. Et bon, je t'enverrai, si tu veux, je t'enverrai des travaux qui sont parus et qui sont très intéressants sur comment mettre en place ces trucs-là. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. On va passer à la partie sur l'avenir de la prévention. Comment tu vois évoluer le métier de préventeur à moyen et à long terme? Je pense qu'encore une fois, avec cette histoire de Covid, on est un petit peu sorti de l'ombre, tu vois. Mhm. Et je pense que tout ce qui va être ouais, santé, sécurité au travail, pas tout de suite, hein, il nous faudra encore 5 ou 6 ans, je pense, va prendre un petit peu sa place, un petit peu comme au Canada, quoi. Parce que c'est quand même l'un des sujets, on va dire, les principaux hein, dans les entreprises. Donc là, ça va être exactement la même chose. Donc, je pense que de toute manière, on va être clair, hein. Si on avait mis en place la prévention, parce que c'est anticipé hein, quand même, hein, Mhm. si on avait mis en place la prévention quand il y a eu le début de Covid avant qu'il arrive en France, je pense qu'on ne serait pas arrivé dans cette situation de guerre, comme disait notre président, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Donc du coup, j'ai envie de dire, ça va bien évoluer, mais là où ça doit évoluer dans un premier temps, c'est sur le discours que les préventeurs ils doivent avoir. Faut pas juste parler de l'aspect réglementaire. Je pense que c'est totalement has-been. Il suffit de le voir hein, avec le CSE, on parle de dialogue social, on parle plus donc de confrontation. Donc là, c'est exactement la même chose. Il faut on change notre discours et qu'on commence à voir en fait le bénéfice qu'il va y avoir, quoi. C'est ça en fait la suite logique en fait en santé et sécurité au travail, quoi. Et puis de parler de l'obligation réglementaire. Ok. Donc du coup, je pense qu'à mon avis, il nous faudra encore un petit peu d'années. Il faudra que ça passe aussi par les écoles, de se dire bah ouais, ok, il y a des obligations, c'est vrai, hein, le code du travail il le dit, mais regardons, soyons comme des agriculteurs. Voyons qu'est-ce que ça va ramener dans les prochaines années, quoi. Et à partir du moment où on arrivera à avoir une vision beaucoup plus éloignée, on fera un super bond en avant, quoi. Ok, c'est intéressant. De toute façon, prévenir, effectivement, comme tu le dis, c'est anticiper et il ne faut pas le perdre de vue. Et enfin, Mm. la dernière question que je pose à tous mes invités, quel conseil tu aurais pour le jeune Johan qui débutait dans le métier de la prévention? Innover, 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 innover. Ok, très bien. Très bon conseil. Alors, Johan, est-ce que pour terminer, tu peux nous dire où on peut te retrouver, site web, réseaux sociaux, tout ça, je le mettrai en description de l'épisode. Ouais, bah écoute, LinkedIn, sur Internet, www.préventiondesrisques.com. C'est, on va dire, les deux principaux moyens de communication sur Internet. Le téléphone, laissez tomber, je ne décroche jamais, je ne supporte pas cet appareil-là. Et puis ensuite, bah, ça va être en formation quand je fais donc mon travail de one-man show sur les différents sujets que je traite, quoi. Voilà. Ça marche. C'est parfait. Merci beaucoup, Johan. À bientôt. T'en prie. À très bientôt, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous êtes toujours là, c'est que vous l'avez sûrement apprécié. Pour me donner votre avis, allez dans votre application de podcast préférée et laissez 5 étoiles à l'émission en allant dans la section notes et avis. Et on n'oublie pas l'invité. Retrouvez-le sur ses réseaux sociaux pour le remercier ou pour prendre contact avec lui. Les liens de liaison sont directement en description de l'épisode. Encore merci et à un prochain épisode.